Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index, toujours à 31 dans la peur. Et le dump qu'on s'est tapé sur Bitcoin cette nuit ne va sûrement pas aider. Allez, du côté des marchés US, on est toujours dans la zone de greed, à 63. Alors, je sais pas à quoi il tourne pour être aussi optimiste, mais j'aimerais bien avoir la même cam, au passage. Enfin voilà, rien de folichon sur les marchés. La cryptosphère désespère de sortir enfin de ce range infernal. Mais plus on l'attendra, et on dirait que moins ça viendra. Donc, espérez tous que ça aille à zéro. Voilà, Bitcoin est mort. Voilà, c'est mort. Allez, je profite aujourd'hui pour vous faire un petit tour sur la chaîne. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier. On est aujourd'hui 3214. Bienvenue à tous les nouveaux zappeurs et zappeuses. Ça va faire bientôt 1 an que l'aventure a commencé et c'est vraiment un régal de suivre le marché à vos côtés. Pour tous ceux qui souhaiteraient contribuer à la chaîne, vous trouverez en description de chaque Zap Crypto ce petit lien juste ici, Linktree, où est recensé tous mes réseaux sociaux, mais également 2 petits liens spécial donation. Alors, vous avez le Tipeee de la chaîne avec 2 contributeurs exceptionnels qui soutiennent la chaîne pratiquement depuis ses débuts. Alors, je me permets de te faire un petit coucou tout spécial, Safi. Un grand merci pour tout le soutien que tu apportes à cette chaîne. Parce que au-delà d'être une tipeuse aguerrie, c'est également notre super modo sur tous les live Twitch. Et depuis maintenant des mois, elle apporte son aide à la chaîne sans rien demander en retour. Et JFB, qui dès le premier mois du Zap Crypto est certain que cette chaîne va faire un carton. Et autant vous dire que son enthousiasme m'a donné des ailes. Alors sur la page de Tipeee, vous pourrez y retrouver 6 dons différents qui vont de 1€ à 100€ pour les moins impactés par le bear market. Sachez en tout cas que vous êtes en moyenne maintenant 800 à regarder les Zap Crypto et que si chacun d'entre vous donniez un petit euro à la chaîne, cela nous permettrait de travailler sur de plus grosses vidéos et pouvoir ainsi vous proposer des contenus beaucoup plus variés, mais évidemment toujours sur le thème de la crypto-monnaie. Et pour les plus réticents au fiat, vous pouvez retrouver un second lien qui liste tous les différents wallets du Zap Crypto. Je vais en profiter pour vous faire un petit brief de la monétisation YouTube. Alors le mois de septembre nous a mis sur un petit nuage. Parce que du coup, on s'était donné 1 an à partir de la création du Zap Crypto pour voir si on était capable de se tirer un salaire. Et on y a cru en voyant le montant de septembre. Mais malheureusement, ça a été de courte durée parce que si vous regardez le mois d'octobre, à partir du 21 exactement, on a eu un décrochage complet de la mognette. Alors on est passé de vidéos en moyenne qui tournaient à $50 à dorénavant 3, 2, des fois à 0,50 comme vous pouvez le voir également sur ce mois de novembre. Donc c'est pas un bug de YouTube, je les ai contactés. Et en fait l'intrus c'est le mois de septembre qui n'aurait jamais dû monter aussi haut. Alors pour vous replacer un petit peu le contexte, on a eu notre monétisation le 5 août exactement. On ne savait pas trop comment la monétisation fonctionnait exactement, si c'était dû aux durées de visionnage ou au taux de clic sur les publicités, etc. Donc du coup, on a fait une expérience sociale en septembre. Alors, on a demandé aux plus fervents des zappeuses et zappeurs de ne pas passer les pubs et au contraire de cliquer dessus quand elles apparaissaient. Et résultat, tous ceux qui l'ont fait se retrouvent dorénavant sans pub sur le Zap Crypto. Et oui, l'algorithme de YouTube est un foutu espion du KGB qui sait tout, qui voit tout et qui comprend très vite quand tu essaies de le niquer. Et du coup, voilà, karma, la roue nous a explosé la gueule. On a reçu un mail de YouTube en nous disant en mode coucou, ne seriez-vous pas en train de nous prendre pour des cons? Nous rappelant qu'il était interdit de regarder ses propres vidéos, etc. Qu'il fallait pas payer des services pour avoir plus de vues, etc., etc. Et ne pas inciter évidemment sa communauté à consommer de la publicité. Donc voilà, sur YouTube en tout cas pour tirer un salaire, il nous faudra beaucoup plus d'abonnés, de vues, etc., etc. Ça viendra, Rome c'est pas fait en un jour. On finira par atteindre nos objectifs. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'était donné 1 an pour voir ce que ça allait donner. Donc on avait bien prévu le coup, on avait mis beaucoup d'argent de côté pour vivre cette année tranquillement. Il va falloir maintenant qu'on ajuste pour l'année prochaine parce que ça va être compliqué de vivre avec $50 par mois. Juste impossible en fait. Du coup, en attendant que la chaîne prenne plus en visibilité, qu'on puisse proposer du sponsoring sérieux. Parce que oui, on me demande souvent pourquoi je propose pas du Bybit, etc., des liens comme ça. Personnellement, c'est pas mon dada, je vais pas vous mentir. C'est un grand sujet de conversation avec nos FOMO.
Mais je suis très très attachée à l'image de la chaîne, qui est par procuration aussi mon image. Et il est juste hors de question que je me fasse un salaire sur vos cotes, tout simplement en vous poussant à les trader, etc., à perdre votre argent pour que moi je puisse gagner ma vie de mon côté. Ça, c'est juste hors de question. Donc, je vais faire comme la majorité des gens, je vais rechercher un travail. Vous inquiétez pas, votre zap ne sera pas impacté. Je continuerai à monter le zap dans la nuit, de 3h à 9h du matin, et tout faire pour pouvoir enfin vous dire un jour que ça y est, le Zap Crypto est 100% autonome financièrement. Et si toi, d'ici là, tu as envie d'apporter ta petite pièce à l'édifice, tu pourras toujours le faire sur Tipeee ou en crypto, si ça te dit. Merci encore à tous ceux qui suivent le Zap Crypto, que ça fasse un jour ou 6 mois ou bientôt un an. C'est vraiment enrichissant de pouvoir se sentir utile. Donc, merci à tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre présence pendant les lives sur Twitter, sur Telegram. Merci à tous. Allez, je vous laisse dorénavant déguster votre zap. Passez une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Zap Crypto. Donc, guys, première chose que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à ça, c'est j'ai fait une vidéo de TikTok cette semaine, le vendredi passé, et je vais te la faire écouter, c'est vraiment très court. Donc, je réagis finalement à l'achat que ma conjointe a fait à l'épicerie d'une boule de laitue qui a coûté 4,50 $. Évidemment, j'étais un petit peu sous le choc. Évidemment, je me suis dit, ça n'a pas de sens. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est comment on peut se rendre à un point où est-ce qu'une boule de laitue peut coûter 4,50 $. J'en ai fait un TikTok pensant que c'était peut-être pour, je sais pas moi, alerter les gens sur le fait que, de toute façon, tout le monde achète de la nourriture. Mais tout ce que j'ai eu comme commentaire, en majorité, c'est des commentaires désobligeants du genre pourquoi tu l'as acheté, t'es donc bien stupide de l'avoir acheté. Quand dans le fond, mon message, c'était plutôt il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, là, autrement dit, parce qu'un bout de salade comme ça à 4,50 $, ça n'a pas de logique que ça coûte aussi cher. Et là, à la place, je te dirais 50-50, j'ai eu beaucoup de commentaires désobligeants de gens vraiment méchants pour absolument rien, comme si parce que j'achetais de la salade à 4,50 $, j'étais le pire imbécile de la planète. Quand les gens vont s'acheter des paquets de cigarettes, de l'alcool, vont dépenser dans toutes sortes de stupidités, moi je m'achète une salade à 4,50 $, je suis le pire abruti de la planète. Honnêtement, avec aussi souvent des pseudonymes, donc du monde qui ne s'affiche même pas. Donc pour moi, honnêtement, ce sont des commentaires qui, je dirais, ne valent absolument rien. Mais quand même, ça me fait réaliser à quel point que les gens ont peut-être pas encore, je dirais, la maturité économique de réaliser que 4,50 $ pour une laitue, c'est un problème de société, tout simplement. Et c'est ça que j'essayais de relever finalement comme situation. Ça m'apprendra à publier une vidéo de laitue à 4,50 $. On a une petite vidéo que je trouvais super intéressante que je vous invite à aller voir, elle est sur mon fil Twitter. En gros, la question c'était, admettons que vous ayez 100 000 € ou moins d'épargne en banque et que celle-ci fait faillite. Pensez-vous que la garantie des fonds par l'État s'appliquera? Mythe ou réalité? Et du coup, là, on a un économiste, alors je sais pas s'il est économiste ou plutôt dans la finance, mais en tout cas, il nous parle de ça et ce qu'il dit, c'est que c'est très intéressant. En fait, on a une assurance au niveau des banques en France, elle est de 100 000 €. Donc maintenant, c'est au niveau européen, il me semble. Et en gros, n'importe quelle banque qui fait faillite, si vous avez 100 000 € ou moins dans cette banque-là, vous serez du coup remboursé. Si par exemple vous avez 90 000 € caisse d'épargne, 90 000 € BNP Paribas, 90 000 € je sais pas, Crédit Mutuel, si les trois banques font faillite, et ben vous récupérez vos 90 000 € 3 fois du coup dans chaque banque. Si par exemple vous avez plus de 100 000 €, ce sera, vous serez remboursé jusqu'à 100 000, mais pas au-dessus. Ça, c'est en théorie. En réalité, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, on a une crise au niveau d'une banque qui fait faillite? Une banque n'a jamais assez de fonds, enfin, en tout cas en France, mais même en Europe, il n'existe aucune banque, enfin, il y en a très peu, je ne sais même pas s'il en existe ou pas, mais la majorité des banques n'ont pas assez de garantie, n'ont pas assez d'assurance derrière pour rembourser tous les clients qu'elle possède à hauteur de 100 000 €. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez de fonds. Du coup, en fait, ce qui se passe quand on parle de ça, tout le monde dit, oui, les banques ont assez pour rembourser 200 000 € pour ne pas créer, si vous voulez, la faillite. Parce qu'en concret, c'est pas le cas. Mais si, en fait, les banques disent, on n'a pas assez pour vous rembourser jusqu'à 100 000 € pour chaque compte, et du coup, tout le monde va paniquer. Ce qui va se passer, c'est que tout le monde va retirer son argent des banques, et du coup, c'est là où ça va créer la faillite. Et donc, pour ne pas créer la faillite des banques, et du coup, ils mentent, en fait, si vous voulez, là-dessus. Donc, il faut y faire attention. Forcément, là, parfois, on pense que notre livret A, notre argent à la banque, c'est le plus sécurisé, mais on se rend compte que, avec le temps, c'est pas forcément le mieux, et tout est possible. On peut avoir des Lehman Brothers, des banques énormes, comme aux États-Unis en 2008, qui s'effondrent et qui ne puissent pas rembourser leurs épargnants.
Et du coup, comment se protéger avec ça? C'est pas forcément en mettant que dans les cryptos, c'est en se diversifiant de plein de façons possibles. Hein. Tout ce qui est mettre de l'argent dans ses banques, des livrets A, faire de l'immobilier, faire des actions, faire des indices, les SP500, etc., faire des cryptos, etc. Et le fait de se diversifier, ça permet d'avoir une sécurité qui est bien plus développée que de tout mettre à un seul endroit, même si on nous dit que c'est sécurisé, etc. Donc voilà, j'espère que ça n'arrivera pas, mais regardez par exemple en Grèce, c'est arrivé en 2012, il me semble. On avait eu ce genre de problème aussi où les banques faisaient faillite parce que il y avait pas assez de fonds. En fait, il y avait un phénomène de peur où les gens allaient à la banque pour retirer tout leur argent par peur que la banque fasse faillite. Et en fait, si vous voulez, ça fait un processus qui est très mauvais, un cercle vicieux qui fait effet boule de neige. Et il me semble on a à peu près la même chose dans un autre pays. Alors j'ai vu des vidéos passer au niveau de Twitter où il y a des mecs qui allaient dans leur banque pour braquer leur banque juste pour récupérer leur argent. C'était un truc de fou. Il me semble que c'était en Afghanistan ou peut-être en Iran, je sais plus exactement. Mais en tout cas, ça fait peur. Pour l'instant, on n'a pas ça en France, mais avec une grosse crise, une récession, c'est pas quelque chose qui est impossible. Donc la Chine qui aurait beaucoup de BTC, les gars, c'est ça? Faut croire. C'est juste les bitcoins qu'ils auraient saisis après un scam. C'est même pas donc la totalité des bitcoins qu'ils auraient dans leur réserve. Juste avec cette petite partie de bitcoin, ils en auraient déjà plus que MicroStrategy, ce qui est énorme. Et on apprend quoi? On apprend que, écoutez, on a vu qu'avec cette guerre qu'il y a eu avec l'Ukraine, t'avais déjà la France qui a dépossédé les Russes de leurs propriétés en France et de leur yacht, etc. Sauf que ce qui s'est passé en plus de ça, t'as les États-Unis qui sont venus mettre leur nez dedans. Ils ont enlevé tous les dollars tous les bons du dollar qu'avait acheté la Russie, ils les ont gelés. Donc en fait, le fait d'investir dans les bons du trésor américain pour les nations étrangères, ils se sont rendus compte que ça servait à rien parce que les États-Unis peuvent unilatéralement décider de geler les fonds et de pas respecter le bon du trésor. Donc la Chine, qu'est-ce qu'elle s'est dit? On est quand même un des plus gros processeurs au monde des bons du trésor américains. Et si ça ne vaut rien, parce qu'ils peuvent décider du jour au lendemain de faire un scam et un rug pull et de les geler, encore un truc dont on avait va parlé. Peut-être changer. Il n'y a pas que les banques en fait qui sont centralisées. Il faut savoir que les gouvernements aussi, c'est très centralisé, messieurs dames. Mais avec tout ce qu'ils ont récupéré suite à l'escroquerie là, de la plateforme, faut pas oublier que quand il y a eu le scandale Mt. Gox, qui a récupéré le marché derrière, c'est les Chinois. Hein. Tous les exchanges qui ont bien marché derrière, c'était des exchanges chinois, quoi. Ouais. Donc, il y a eu et puis jusqu'au minage qui a été interdit en 2021, mais juste avant, c'était la Chine qui minait le plus de Bitcoin au monde. Et on donc, il doit y avoir des fonds quand même. C'est ça. Et on parle de 190 000 Bitcoins en possession, mais ça c'est ce qu'on sait. Va savoir combien ils en ont au total, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça fait flipper, mais en même temps, quand tu vois la situation géopolitique d'aujourd'hui, tu te dis que ils ont un intérêt maintenant. Géostratégique et géoéconomique de garder ces bitcoins et d'avoir, on va dire, un portefeuille crypto-monnaie pour ne pas être embêté, on va dire, par des frontières financières. Voilà. Mais c'est ça, au cas où. Pas tous les œufs dans le même panier, les Chinois ils sont malins. On est là, hein. C'est nous. Depuis le début, on vous dit qu'il faut diversifier. Ah, ok. Les Chinois, merci. Shipping. Je savais que t'étais là. C'est un de nos abonnés. Tu peux juste patienter encore 1 mois et 3 jours, le temps que je rachète du Bitcoin en masse, et comme ça tu le fais pumper, s'il te plaît. Hein, je te kiffe. Grave. Allez. Projet Library LBRY, c'est un projet crypto qui a été en procès avec la SEC depuis un certain temps. La SEC leur reproche d'avoir vendu des securities, donc des titres financiers, des actifs qui sont réglementés, alors que Library LBRY, on va dire, dit qu'ils ont juste vendu en fait des tokens d'utilité. Et là, le juge, en fait, c'est même avant d'aller au procès, il a un peu décidé que le procès n'était pas nécessaire et qu'en fait, au final, LBRY a bien vendu des tokens qui pouvaient être considérés comme des securities. Et ce qui est inquiétant, c'est que l'argumentaire pour décider de cela, c'est quelque chose qui est assez vaste, assez large et qui pourrait s'appliquer à quasiment toutes les crypto-monnaies. Ils disent en fait, le seul simple que le projet en question avait un certain nombre de tokens, avait énormément de tokens qu'il avait gardés pour lui, et c'est quelque chose qui pouvait montrer que le projet avait confiance dans son token et que du coup, le prix du token et l'évolution du token dépendaient en fait du travail qu'allait faire Library, et c'est un des éléments pour pouvoir dire qu'un token est un securities ou pas, c'est-à-dire le fait que les investisseurs anticipent que le travail des autres, que le travail des personnes qui travaillent sur le projet va entraîner une hausse du token, et c'est quelque chose qui est censé être régulé par la SEC parce que c'est quelque chose qui est un peu assimilé à des actions, si on veut faire simple, des actions dans une entreprise.
Donc ça pourrait s'appliquer à l'Ether, ça pourrait s'appliquer au XRP, ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Donc maintenant on va voir comment ça va être appliqué à toutes ces crypto-monnaies. Quelle va être la décision de justice de Ripple avec la SEC, mais enfin là je pense que ça fait pas de doute que, à mon avis, Ripple devrait perdre si on suit le même justificatif en tout cas qu'a eu lieu ici dans ces documents. Et par contre on n'a pas encore, on va dire, la sanction que va subir le projet. On connaît pas trop les impacts, donc pour l'instant il y a encore des choses à venir, mais en tout cas c'est bien ces securities. Et le scénario, on va dire, catastrophe pour le projet en question, une très mauvaise nouvelle pour Ripple. Et comme j'ai dit, on va assister, je pense, au cours des prochains mois à la SEC qui va être de plus en plus agressive sur divers projets crypto différents, sachant en fait que LBRY n'avait même pas fait d'ICO. C'était l'un de leurs argumentaires, c'est nous on n'a même pas fait d'ICO, ils ont vendu plus tard des tokens, etc. Mais ils ont dit initialement, nous on pensait que ça s'appliquait uniquement aux ICO, nous on n'est pas, on considère qu'on n'est pas des securities, etc., etc. Mais bon, le juge a bien argumenté sur un certain nombre de choses en disant non, vous êtes concernés par tout ça, vous êtes concernés par la loi de 1933, une loi qui a bientôt 100 ans, qui est très vaste et qui a priori s'applique aussi aux securities. Après, c'est marrant, c'est que les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules. C'est le Québec qui potentiellement va eux aussi interdire le minage du Bitcoin. Je sais qu'il y a pas mal de Canadiens qui nous suivent. N'hésitez pas à me dire si vous avez des précisions par rapport à ça. C'est un article de jeuxvideo.com qui fait de plus en plus d'articles sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Je sais pas si c'est une rumeur, mais en tout cas, contexte de difficulté d'approvisionnement énergétique, la province canadienne de Québec pense à mettre un frein au minage des crypto-monnaies basé sur la preuve de travail. C'est intéressant parce que dans les nouveaux, on va dire, les gros leaders du minage, on parle beaucoup des USA. Faut savoir que le Canada est aussi très très bien dans le minage de Bitcoin. Et j'avais entendu, moi en tout cas, qu'ils s'allaient beaucoup sur du minage plus ou moins green, plus ou moins zéro carbone. Donc n'hésitez pas, si vous avez des informations, je sais qu'il y a pas mal de Canadiens qui nous suivent. N'hésitez pas les amis, si vous avez des informations peut-être plus détaillées en provenance directement de chez vous. Et voilà. En ce sens, le ministre de l'économie et de l'innovation, Pierre Fitzgibbon, souhaite couper l'électricité aux professionnels. Après, c'est normal, hein, avec la crise énergétique qu'on connaît. C'est par le biais du réseau social Twitter que l'homme politique. Et ce qui est un peu flippant, c'est que on a appris, il y a quelques mois, en début d'année, le coût de minage de production d'un Bitcoin, c'est à peu près $15 000. Là, avec l'explosion des coûts énergétiques, malgré le fait que de plus en plus, on l'a vu, assez green, et ben le coût de minage d'un Bitcoin, c'est $20 000. Et on le verra, le cours vient de chuter sous les $20 000. Ici, le Liban qui est vraisemblablement en train d'adopter assez fortement au niveau de sa population l'USDT comme moyen de paiement, etc. Donc c'est intéressant de voir que dans des pays en crise comme cela, on a ici des possibilités grâce aux stablecoins. Et je ferai une vidéo spécifique là-dessus sur l'adoption des stablecoins avant les cryptos. Je ferai une vidéo là-dessus. Et à quel point ça peut bénéficier au dollar finalement. Donc ça va être assez intéressant. Donc, Coindesk, USDC, voilà, ajoutera la prise en charge de Solana. Ah oui, le Circle, c'est bien, ajoutera la prise en charge de Solana pour les pièces en euros en 2023. Voilà, c'était sous-entendu, on en parlait déjà. Le amateur de stablecoin Circle a annoncé que la blockchain Solana ajoutera la prise en charge de l'Eurocoin. Alors, le ROC en stablecoin réglementé a adossé des réserves index sur la valeur de l'euro. Circle connu pour émettre la deuxième plus grande stablecoin USDC, donc a déclaré que le passage à Solana améliorera la fonctionnalité de charge en chaîne. Donc ça c'est bien, et bien pour Solana aussi, une bonne petite news. Et on termine cet épisode du Récap Crypto avec cette nouvelle rubrique dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le résumé de la semaine en quelques chiffres. Et on commence avec le 4 comme le pourcentage de hausse de Bitcoin sur cette semaine. Du vert, ça fait du bien, mais est-ce que ça va durer ? Eh bien, je vous invite à consulter la vidéo de Vincent Gann ce mardi qui va vous apporter toutes les réponses nécessaires et toutes les réponses à vos questions. 760 millions comme la quantité de dollars dérobés via différents hacks dans l'écosystème des crypto-monnaies sur ce mois d'octobre. Le mois d'octobre qui signe donc la pire performance de l'année 2022 et d'ailleurs 2022 qui double déjà la quantité de dollars volés via différentes attaques ou hacks dans le monde de la finance décentralisée. Et le dernier scam dont je voudrais vous parler avant de partir, c'est le scam des airdrops. Faites super attention, c'est la mode des airdrops en ce moment. Sachez que quand vous participez à des quêtes puis vous donnez votre adresse pour recevoir un airdrop,
Après, ils ont votre adresse et ils peuvent vous envoyer des NFT publicitaires ou des NFT scameux. Donc, que si vous cliquez dessus, le smart contract est fait de telle sorte que ça vous vide de votre portefeuille. Donc, faites vraiment attention à quel airdrop vous participez, à quelles informations vous donnez aussi sur vous pour les obtenir. Et vraiment séparer et ayez vraiment de nombreuses adresses et ne laissez pas beaucoup de liquidité sur vos portefeuilles. Donc voilà, quelques conseils. Bitcoin Archive qui nous dit le Salvador, c'est très sympa, je te le partage. Donc le PIB plus 10% dans le Salvador 2021 depuis qu'il a adopté le Bitcoin. PIB plus 10, le tourisme plus 52, l'emploi plus 7, nouvelle activité plus 12, exportation plus 17, production d'énergie plus 9, exportation d'énergie plus 3191 et affaires internes 37% hors hausse d'impôts et taux de crime et de meurtre en baisse de 95%. Bitcoin, une stratégie gagnante. Alors est-ce que ça vient que du Bitcoin? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, si ça vient du Bitcoin, bravo. Espérons que beaucoup d'autres pays comme ça légalisent le Bitcoin. Et là, c'est très important. Pour rappel, la Fed publie un graphique à points appelé dot plot. Très simple, ce graphique permet d'anticiper la politique monétaire future de la Fed. Le dernier dot plot publié a montré que la Fed augmenterait ses taux jusqu'à 5% avant de commencer à les réduire en 2023. Et maintenant, la Fed pense que le niveau final des taux d'intérêt peut aller encore plus haut. Donc, après 4 augmentations de 0,75%, à ce jour nous sommes à 4%. Et avant la réunion de la semaine dernière, les investisseurs pensaient que le plafond serait de 5%. Ce qui veut dire quelques hausses de taux supplémentaires, puis on commencerait à réduire les taux. Mais en disant que le niveau final des taux d'intérêt serait plus élevé que prévu, il veut en gros nous dire que 5% n'est plus le plafond, qu'il peut être encore plus élevé. Le plafond peut être désormais à 6%. Donc les élections de mi-mandat, c'est ce soir, cette nuit, on devrait avoir des réponses demain matin, il y a intérêt parce que sinon on va se retrouver dans une situation un tout petit peu délicate. On est quasiment certain qu'on va avoir ce qu'on appelle un gridlock, c'est-à-dire que les républicains auront une partie du pouvoir, les démocrates une autre partie du pouvoir et en gros il va rien se passer pendant les 2 prochaines années. Entre deux, on nous annonce déjà que le 15 novembre, la semaine prochaine, donc on a monsieur Trump qui va faire une annonce majeure sur les réseaux sociaux. Évidemment, on suppose qu'il va déjà annoncer sa candidature à la présidence pour dans 2 ans. Comme ça, ils ont le temps de s'occuper d'autres choses, puisqu'il n'y aura plus rien à faire au niveau politique. Ils pourront s'occuper de la campagne présidentielle avec Joe Biden, dans l'hypothèse où il est toujours là dans 2 ans. Néanmoins, statistiquement, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés boursiers après les midterm elections, la bonne nouvelle, c'est que ça monte. Alors, on a plein de prédicateurs qui ont débarqué sur les réseaux, dans les médias ces derniers jours. Et entre autres, il y a le stratège de Morgan Stanley qui nous a sorti les bonnes vieilles statistiques de post-midterm election qui dit que systématiquement, quasiment 3 fois sur 4, après les midterm elections, le marché monte. Sauf que lui, il a affiné un tout petit peu la théorie, il a dit après les midterm elections, ça continue à monter, c'est un rallye de fin d'année, sauf si par hasard, le rendement du 10 ans continue à monter, auquel cas ça pourrait empêcher le marché de monter. En gros, si ça monte, et si ça monte pas, c'est que ça baisse. Alors là, on est en plein dans la théorie financière et les gens sont vraiment à fond en ce moment pour nous apporter plein d'informations très très précises sur la suite. À noter qu'on a également eu monsieur Nouriel Roubini, mon ami Nouriel Roubini, est revenu parler. Alors lui maintenant c'est toutes les semaines, alors avant c'était tous les mois. Mais là, visiblement, il est moins occupé en boîte de nuit. Alors donc, du coup, il vient plus souvent. Il vient plus souvent parce qu'il faut qu'on parle de lui, forcément. Donc là, il nous a annoncé hier, un peu comme d'habitude, je crois qu'il a sorti un truc du style « On va tous mourir et le marché va se casser la figure et il va perdre 30%. » Alors, ce qui est assez bien, c'est que le discours qui tient là, du « On va tous mourir, le marché va perdre 30%, », c'est le même discours qui tient quasiment depuis 2009. L'avantage, c'est qu'il perd pas trop de temps à réécrire les textes. Il reprend la même chose, il raconte les mêmes histoires, et puis il se gourre jamais, parce qu'il dit toujours 30%. Que ce soit à partir de 2000, à partir de 5000, à partir de 10 000, sur n'importe quelle base de référence, c'est 30% de correction sur les marchés. Comme ça, on se trompe pas, on s'habitue aux 30%. On pourrait d'ailleurs commencer à l'appeler Monsieur 30%. Donc hier encore, il est venu nous rassurer, nous certifier, nous confirmer sa stratégie. On va se péter la gueule. Ensuite, on attaque le DXY, comme d'habitude, l'indice dollar sur lequel on voit qu'on a fait un plus bas, réaccélération haussière sans break-off structure aussi. On a fait une grosse cassure vendredi, validée par hier, grosse cassure pareil, réaccélération haussière aujourd'hui. On pourrait très bien avoir une cassure baissière et il faudrait de toute façon avoir une cassure baissière. Il faudrait revalider avec une structure baissière. Hop, donc high, high, high.
low, et donc il nous faudra un low par là. Donc on a des hauts de plus en plus bas, et on a des lows de plus en plus bas aussi. Donc on est bien dans une structure baissière dans laquelle on pourrait attendre, peut-être potentiellement un retest ici, mais en tout cas une cassure baissière. Si jamais on a par contre ici un retest très fort, on pourrait avoir la mise en place d'un canal de compression qui pourrait nous donner soit un mouvement impulsif aussi très très fort, soit baissier très très fort. D'accord, on pourrait avoir les deux, et là-dessus il faudrait vraiment surveiller parce que en effet ça pourrait être un signe justement d'une contraction pour préparer un mouvement fort. Donc là-dessus, la notion de canal de compression, il faut vraiment pas le laisser de côté, dans lequel on peut avoir des mouvements impulsifs très forts, et on sait que le DXY va avoir un impact très très fort sur l'ensemble des actifs, crypto compris. Donc Bitcoin, malheureusement, hier on a perdu ce lot qu'il ne fallait pas perdre. Ici on l'a perdu, donc on n'est plus dans une tendance haussière, donc, malheureusement. Je pensais qu'on irait chercher 22 000, je suis un peu déçu pour le coup. Peut-être potentiellement après, j'ai vu que potentiellement on aurait pu prendre le 618 ici à ce niveau-là. On est peut-être sur le 618, peut-être ça va repartir vers le haut. Mais si on perd ce 618, c'est catastrophique. Je pense qu'on va aller chercher encore une dernière fois le bas, et là potentiellement ça pourrait craquer. On a quand même touché plusieurs fois cette zone-là. Si ça craque, go to the hell avec Bitcoin. Donc on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il faut laisser le temps à Bitcoin. Faut laisser le temps pour que Bitcoin se mette en place. Le problème, c'est qu'on a réintégré ce range ici. Donc on a quand même eu potentiellement une belle proba qu'on vienne peut-être chercher les bas. Donc on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas grand chose à dire sur Bitcoin. Je suis un peu, là pour le coup, je suis un peu déçu pour le coup, parce que je pensais qu'on sortirait de cette merde. Et on est toujours bloqué dans ce range. On va rester vita aeternam dans ce range de merde. On va rester bloqué ici. C'est bon, on est dans une boucle, c'est fini. C'est fini, on n'en sortira plus. On va rester des années ici. Le marché ne veut plus qu'on sorte des 18 et 20K. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc là, faut attendre. Pour le coup, faut attendre. Est-ce que Bitcoin, c'était juste un retracement 618, on repart. Et là, écoutez, c'est ok. Moi, je me suis fait sortir de ma position par là, ici. Soit, retracement, on repart. Ou soit, potentiellement, on va chercher encore une dernière fois le bas, mais là, je pense que potentiellement, ça pourrait craquer. Donc, on va voir ce qui va se passer. On avait aussi des bloqueurs, on va pas les oublier parce que Ichimoku Kinkoyo, j'aime bien l'utiliser. On va pas reparler de ses ranges, etc. Vous prenez Ichimoku Kinkoyo, pourquoi ça s'arrête ? C'est très simple, en réalité, vous passez en daily et vous avez un magnifique bloqueur ici sur notre SSA qui a parfaitement fait support juste là au niveau des 19 360 $. Vous avez également un plat de Kinjun juste ici, c'est puissant. Ce sont des supports puissants qui sont cachés. On me pose souvent la question, quel est ton indicateur préféré ? J'ai pas vraiment d'indicateur préféré, j'utilise beaucoup les retracements Fibonacci, mais ça va pas être considéré comme un indicateur technique, bien évidemment, mais plutôt pour chercher des zones et non pas des prix. Mais Ichimoku Kinkoyo est utilisé par beaucoup de personnes. Donc, si vous avez des doutes par rapport à une idée d'investissement, une idée de trade, si vous voulez voir des bloqueurs qui sont relativement puissants, Ichimoku Kinkoyo est extrêmement recommandé. Pourquoi ? Parce que c'est utilisé par énormément de personnes. Et le but du jeu, c'est qu'un maximum de personnes voient exactement la même chose que vous à un moment donné de T. Faut pas tout le temps être à l'inverse de la majorité. Ou pas forcément d'un point de vue investissement. Il faut vraiment essayer de se mettre dans le bateau parce que ceux qui vont acheter sur ces niveaux de prix, c'est la majorité. Après, à vous de prendre vos profits lorsqu'ils se présentent, bien évidemment, et de suivre vos setups de trading. Mais ne pensez pas toujours être, entre guillemets, contre la majorité ou contre le mouvement. C'est pas bon. Dans le trading ou dans l'investissement, bien évidemment. Donc ce bloqueur fait office de support, bien évidemment, on est plutôt content de l'observer, et on aimerait tout simplement essayer de voir une bougie en daily clôturer au-dessus des 20 483 pour récupérer cette SSB juste ici. En 4 heures, ultra baissier, on va pas se mentir, donc je pense que les scalpers et les intradés vont commencer à positionner des ventes ici, pareil au niveau de l'horaire et au niveau du weekly. Malheureusement, on est en train de passer sous notre Tenkan, me semble-t-il. Ouais, on réintègre en dessous notre Tenkan. Ça reste bien sûr baissier. On aimerait réellement clôturer au-dessus des 20 500 $. Si on clôture au-dessus des 20 500 $, c'est pas mauvais l'histoire. Mais pour l'instant, malheureusement, on ne peut que pas agir. Ceux qui sont déjà dans ce marché, rien à faire, bien évidemment, actuellement. Soyez patients, tout simplement. C'est pas bon parce qu'ici, il y avait beaucoup de vendeurs qu'on avait accumulés qui sont bloqués.
on leur donne l'opportunité de sortir. Ça aussi, on en avait parlé, mais il fallait surtout pas s'installer sous 20 000. Pour l'instant, on est en train de casser ces 20 000 $, donc là, ça sent vraiment pas bon. Maintenant, on peut avoir un rebond. Si c'est un simple rebond et qu'on voit ça, là, c'est vraiment mauvais aussi. Donc, on va dire que la situation s'est dégradée. Après, si les gens deviennent bearish, short ici, et que, comme je vous ai dit, il y a des structures haussières, là, ça serait haussier. Mais là, à l'instant T, il y a de gros signes bearish. Enfin, en gros, on a augmenté les probabilités, malheureusement, baissières pour aller chercher du 19 000, du 18 500, voire sous 18 000 $, tant qu'il n'y a pas de reprise ici. Parce que, comme je vous ai dit, c'est la zone où on est venu bouffer les stops. Les prochains stops, ils sont ici. Si le marché se reverse, c'est qu'il n'a pas besoin, enfin on va pas chercher les prochaines zones de liquidité, qu'on a eu assez de liquidité ici, que les acheteurs ont réussi à absorber assez de stops ici pour retourner ce marché. Par contre, si les mecs qui ont acheté ces stops et ces liquidations se font absorber, enfin se font défoncer, quoi, là ça ouvre les portes à avoir une continuation baissière. Mais ça vraiment c'est pas du tout haussier. Il faudra aussi surveiller le sentiment ici court terme. Est-ce qu'on peut avoir un funding négatif qui s'installe comme ça, avec un open interest qui remonte, de l'absorption sur support, donc un support qui est créé avec un CVD qui chute. Là, ça pourrait indiquer de l'absorption pour le fameux short squeeze, le retournement et le retour vers les résistances. Donc tout ça, c'est à surveiller aujourd'hui. Alors, il faut comprendre que on peut voir instantanément, grâce à plusieurs charts, qui est en force. Est-ce que c'est plutôt les altcoins en force? Est-ce que c'est plutôt le BTC en force? Et on va dire pour moi, le meilleur graphique pour constater cela, c'est tout simplement le TH-BTC. Quand j'observe le TH-BTC, je peux instantanément savoir qui est plus fort. Est-ce que c'est Ethereum qui est plus fort ou est-ce que c'est BTC qui est plus fort? Et donc, quand on a un ETH-BTC qui est fort, ça veut dire que c'est Ethereum qui est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il surperforme face au BTC. Donc, quand on voit un ETH-BTC faiblir, donc une potentielle correction, dans ces cas-là, c'est Bitcoin qui reprend du terrain. Donc, ce graphique est élémentaire si on veut voir tout simplement Ethereum fort et éventuellement dessiner un breakout. C'est pour ça que potentiellement ici, un break de cette trendline ici des 0,08 prix psychologique, ça entraînerait évidemment un mouvement violent sur Ethereum. De la même façon que si on perd le support ici des 0,75, ça peut entraîner un mouvement violent baissier sur Ethereum, ou en tout cas une sortie des capitaux d'Ethereum vers BTC. Donc ce chart est celui qu'on va observer cette semaine, mais pour l'instant, en tout cas, il ne faiblit pas. On a une correction, qu'on appelle aussi une consolidation, et potentiellement, évidemment, il peut exploser à la hausse comme à la baisse. Donc évidemment, on reste attentif. On n'a aucune garantie qu'on sorte d'un côté ou d'un autre. C'est pour ça qu'on est attentif. Cross the Edges a fait une annonce faramineuse. Ils sont, on va dire, partenaires stratégiques avec Square Enix. Square Enix qui ont annoncé leur premier jeu blockchain du coup il y a 2 ou 3 jours. J'en ai parlé la semaine dernière. Et franchement, incroyable parce que je sais qu'ils avaient fait une AMA avec Square Enix il y a environ 3 semaines. Ils avaient dit qu'il y avait 2 jours qui se préparaient. Et effectivement, du coup, Square Enix a investi du coup dans comment ça s'appelle, dans Cross the Edges, le jeu de cartes français en plus Cocorico. Et du coup, donc il y a pas que eux qui ont investi dedans. Il y a aussi Ubisoft et Animoca Brands. Donc vraiment trop cool, Cross the Edges, j'y crois de plus en plus. Et d'ailleurs, il y avait une très très grosse AMA hier soir et Samy a un peu fait FOMO les gens. Il a annoncé du très très lourd pour la suite. Pour lui, le projet est encore bien sous-évalué. Les prix des packs sont aussi trop bas pour lui. Enfin, pour lui, le projet va to the moon. Après, forcément, c'est le fondeur. Mais du coup, voilà, c'était assez hypant. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver du coup l'AMA, je pense, sur leur Discord ou sur leur chaîne YouTube, si jamais, parce que c'était sur Twitch. Donc je pense qu'ils l'ont rediffusé. Donc voilà. Pour obtenir la collection en physique, produite par Cartamundi, il faudra également avoir toutes les cartes mintées. La collection physique sera d'ailleurs limitée à 1000 exemplaires. Et du coup, techniquement, que 100 collections full foil. Et enfin, on va parler de MetaMask qui lance véritablement une dinguerie puisqu'ils ont annoncé tout simplement un concurrent à Steam et à l'Epic Game Store, puisqu'ils ont annoncé Hyperplay, qui est un launcher de jeux Web3. Alors il n'est pas encore disponible, leur objectif c'est de lancer la bêta publique en février 2023, mais l'idée c'est de faire en sorte que vous puissiez accéder à tous vos jeux Web3 depuis Hyperplay, qui sera leur launcher de jeux, et au-delà de ça, on voit qu'ils intègrent donc des marketplaces de jeux
autres que la leur, dont Epic Games. Et donc là, je sais pas exactement comment ça va fonctionner, mais l'idée c'est de faire en sorte que à chaque fois que vous jouez à un jeu qui intègre des NFT, de la blockchain, etc., eux ils mettent d'ores et déjà à disposition des développeurs leurs outils pour intégrer ça à leur jeu. D'ailleurs, si vous êtes développeur, vous pouvez signer juste ici. Et avec ces outils-là, les développeurs pourront intégrer Hyperplay à leur jeu. Et à chaque fois que vous devrez effectuer une transaction ou vous connecter au sein d'un jeu que vous avez téléchargé sur votre ordinateur, eh bien hop, vous aurez une petite pop-up de Hyperplay qui apparaîtra pour vous connecter avec votre wallet. Et donc l'intégration aux différentes marketplaces ici de jeux, j'imagine que c'est que si jamais il y a un jeu qui se lance sur l'Epic Game Store et qui intègre les outils d'Hyperplay, eh bien vous lancez le jeu depuis l'Epic Game Store et dès qu'il y a une transaction à faire, Hyperplay sur votre ordinateur le détecte et puis hop, ça apparaît, la petite pop-up apparaît et vous pouvez effectuer la transaction depuis Hyperplay. Donc je suis très agréablement surpris par cette news et on voit que Steam, en l'occurrence, va avoir beaucoup de concurrence, en tout cas sur les jeux Web3, puisqu'il tarde à s'y mettre. Comme on le disait en début de vidéo, les jeux Web3 sont encore interdits chez eux. Alors que Epic Game Store, eux, c'est la porte ouverte. Et là, il y a MetaMask, donc un acteur réellement Web3 qui s'y met. La concurrence va devenir rude sur les marketplaces de jeux, ça c'est moi qui vous le dis et j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Parce qu'on le sait, quand il y a autant de concurrence, les gagnants au final ce sont nous, les consommateurs. Donc comme je vous le disais, bêta prévue en février 2023, mais évidemment je vous tiendrai au courant de l'avancée du projet. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.